Eh ben, c'est parfait, on va commencer, c'est l'heure. Bonjour à toutes et à toutes. Du coup, on va démarrer maintenant et puis ceux qui arriveront en retard prendront le train en chemin. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. C'est une session qui avait lieu lors du Lead Innovation Day cette année et la salle était pleine. Et du coup, j'ai demandé à Pierre-Yves et à David de bien vouloir répéter leur session en digital. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Et ils ont accepté, mais David m'a dit attention, on va faire plus structuré. Donc, ils ont préparé ça aux petits oignons en structurant bien le discours. Et l'idée, donc, c'est de vous faire explorer à la fois Midjourney et DALL-E, deux générateurs d'images avec de l'IA. Et eux, c'est des experts parce qu'ils jouent tous les jours avec. Et donc, ils vont nous donner leur regard. Enfin, moi, à travers eux aussi, j'ai compris les capacités des outils, les limitations, comment ça fonctionnait, et puis les cas d'usage aussi. Donc, exactement. On va vous présenter tout ça. Ok. Je vous présente rapidement. Ouais, on veut bien, ouais. Une petite présentation rapide et puis après on attaque direct puisqu'on a beaucoup de choses à vous raconter. Parfait. Donc David, lui, il a fondé et dirigé plusieurs studios digitaux. Il a une expertise en narration visuelle et il vient de ce monde-là, donc de la création et du visuel. Et aujourd'hui, il consacre de son temps sur des différents projets d'IA et aussi à enseigner l'IA générative et les multiples applications. Et Pierre-Yves, lui, il vient du développement web, donc profil un peu plus technique, et lui, il intègre l'IA dans tous ses projets. Et en ce moment, il travaille sur le développement d'avatar IA interactif en temps réel. Donc voilà, donc c'est avec ces deux experts que je vous laisse pour l'heure et qui vont vous amener dans ce nouveau territoire et découvrir des choses. Je vous laisse la parole. Merci Franck. Bonjour tout le monde, ravi que vous soyez présents pour assister à ce webinaire. Donc on va partager l'écran pour que vous puissiez avoir accès à notre présentation. Voilà, c'est parti. C'est pas mal. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Franck, on va parler de Midjourney et de DALL-E. Donc, si on met un petit peu de contexte concernant ces applications, voilà, on constate qu'aujourd'hui, l'IA générative transforme de nombreux domaines, de l'art à la publicité, en passant par le design, la création de contenu et j'en passe. Donc, donc, ces applications sont parmi les premiers outils à être apparus sur le marché de l'IA générative et ils sont vraiment donc à la pointe de cette révolution. Donc, on verra qu'ils offrent de grandes possibilités créatives. Vraiment, on peut faire des choses vraiment qui sont d'une grande richesse. Et donc, ce webinaire sera l'occasion de découvrir ces applications, disons, de manière assez globale, parce qu'on n'a qu'une heure. On ne peut pas vraiment rentrer trop dans le détail, mais on va quand même essayer de vous montrer comment ça fonctionne, leurs différents paramètres, etc. Et on en profitera aussi, si on a le temps, de vous montrer aussi d'autres modèles à disposition qui sont apparus. Il y a eu beaucoup de modèles. Il y en a quasiment toutes les semaines. C'est complètement fou entre les modèles open source et les modèles propriétaires. L'écosystème est vraiment très, très large. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner une bonne compréhension du fonctionnement de Midjourney et DALL-E, comparer leurs fonctionnalités et voir comment les utiliser, pourquoi pas dans des cas concrets, en fonction de vos besoins, de vos attentes. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Comment va s'organiser le webinaire? Donc, ce qu'on va voir, c'est, dans un premier temps, on va vous expliquer comment fonctionne Midjourney et DALL-E. Qu'est-ce qu'il y a un peu derrière ces outils? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment ça fonctionne réellement? On va ensuite les présenter individuellement. On va vous faire des démos en direct. Et on va aussi vous montrer un peu le fruit de comparaisons qu'on a fait sur des générations créatives. Donc, des comparaisons entre les deux outils sur plusieurs critères clés. Et on vous montrera aussi des exemples concrets d'utilisation professionnelle. Et pareil, si on a le temps, j'espère qu'on pourra faire une petite session de questions-réponses. Donc, pendant le webinaire, si vous avez des questions,
Surtout, n'hésitez pas à les poser à Franck, qui va les répertorier et ensuite, en fin de webinaire, on essaiera d'y répondre au maximum. Voilà, vous pouvez les écrire dans le chat. Voilà, exact, tout à fait. Donc, alors, déjà, première chose, on va changer de… Non, on change de slide. Donc, voilà. Alors, comment fonctionnent ces deux applications? Donc, ces deux applications, dans leurs principes qui sont assez similaires, en fait, c'est deux applications qui utilisent un assemblage de plusieurs intelligences artificielles de deep learning. Donc, pour comprendre comment les deux applications fonctionnent, pour moi, je trouve que c'est vraiment important de comprendre deux concepts clés concernant leur fonctionnement. C'est l'algorithme de plongement et l'algorithme de diffusion. Donc, c'est deux applications s'appuient sur ces algorithmes pour fonctionner. Donc en fait, c'est deux technologies qui travaillent ensemble. En fait, pour transformer une simple description textuelle, votre prompt, en une image complète. Donc, je vais donner quelques petites définitions déjà, parce que bon, pour certains d'entre vous, vous savez peut-être ce que c'est qu'un algorithme, mais c'est quand même important de le rappeler. Donc, en gros, un algorithme, c'est une série d'étapes logiques et précises qui permettent de résoudre un problème ou d'accomplir une tâche de manière automatisée. Et le deep learning, c'est une sous-branche de l'intelligence artificielle qui fonctionne avec des réseaux de neurones artificiels qui apprennent à partir de grandes quantités de données pour accomplir des tâches complexes, comme par exemple la reconnaissance d'images ou la compréhension du langage. Donc, qu'est-ce que c'est que l'algorithme de plongement? En fait, ça consiste à transformer les mots en concepts visuels. Donc, la première étape, on vous a fait un petit visuel pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Donc, dans la génération d'images, la première étape du processus, ça consiste à décomposer la phrase que vous fournissez à l'IA. Donc, prenons un exemple, une phrase simple, comme un éléphant rose sur un vélo. Donc, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? L'algorithme de plongement, il va identifier les mots importants. Éléphant, rose, sur, vélo. Et ces mots, ils vont être ensuite convertis en vecteurs dans un espace numérique. C'est ce que vous voyez là. C'est un espace numérique qu'on appelle espace vectoriel. Et dans cet espace, les mots, donc les mots que vous voyez, dans cet espace, donc des mots similaires ou ayant des relations entre eux. Donc, on va montrer le deuxième visuel. Voilà, c'est ça. Donc, dans cet espace, des mots similaires ou ayant des relations similaires, sont situés les uns vont être assemblés les uns avec les autres par thématique. Par exemple, éléphant, on le retrouve avec sanglier, chat, cochon, la couleur, vert, rose, ensemble. Donc, ça forme des espaces. Et donc, ces vecteurs, en fait, permettent en fait à l'IA de comprendre non seulement les mots individuels, mais aussi leurs relations entre eux, donc leurs relations dans le contexte de la phrase. Donc, le résultat, c'est un ensemble de coordonnées numériques qui représentent l'essence de la phrase de manière compréhensible par l'IA. Et ensuite, on a l'algorithme de diffusion qui va prendre le relais et qui va permettre de générer en fait de l'image à partir de ce qu'on appelle du bruit. On va rentrer dans un processus de débruitage. Donc, en fait, une fois que la phrase elle est transformée en vecteur, l'IA va commencer le processus de création de l'image en utilisant l'algorithme de diffusion. Donc, le processus est toujours le même. Il débute avec une image entièrement bruitée que vous avez pu voir avant. Et ensuite, c'est comme un peu de la neige là qu'on voit sur un écran de télévision. Et en fait, l'algorithme de diffusion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fonctionner en débruitant cette image petit à petit, pourcentage par pourcentage. Donc, à chaque étape, en fait, l'IA, elle va réduire le bruit en s'appuyant sur les vecteurs qu'elle a obtenus auparavant à partir de la phrase. Et ce débruitage progressif va permettre de faire émerger des formes et des détails qui correspondent au concept extrait par l'algorithme de plongement. Donc, chaque étape de débruitage est indépendante. Et c'est ce qui introduit d'ailleurs une part d'aléatoire dans le résultat final. C'est pour ça que quand on a fait un prompt, on peut ensuite relancer la génération et on va obtenir à chaque fois des résultats qui vont être différents. Donc, ce processus, en fait, il continue donc de débruitage.
il continue jusqu'à l'image finale que vous voyez. Et en fait, ce qu'on demande, c'est en fait, c'est comme s'il y avait une IA de débruitage qui va débruiter de quelques pourcents plusieurs fois en conditionnant le débruitage par le vecteur. Bon, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais en fait, bon, c'est assez simple. Ce qu'il faut dire en résumé, c'est que en gros, Midjourney et DALL-E, en fait, elles combinent l'analyse de texte et la génération d'images pour transformer des descriptions en visuel, en œuvre visuelle. Et donc, c'est grâce à l'algorithme de plongement que l'IA comprend le sens des mots et leurs relations. Et ensuite, l'algorithme de diffusion débruite progressivement donc l'image que vous voyez en exemple pour faire apparaître une représentation unique et visuellement cohérente de la phrase qu'on a fournie au départ dans le prompt. Voilà. Et c'est ce qui fait que ce mélange d'analyse linguistique et de génération d'images rend ces IA si puissantes et innovantes. Voilà, ça c'était pour la petite explication, parce que souvent, voilà, on commence par générer des images quand on commence à appréhender ces outils sans savoir comment ça fonctionne. Voilà, sans vraiment savoir qu'est-ce qui se cache derrière, comment ça fonctionne. Donc, on tenait à vous faire cette petite explication d'introduction. Donc, maintenant, on va attaquer direct avec Midjourney. On va faire une démonstration de Midjourney. Donc, c'est parti. Donc là, on est sur l'interface de Midjourney. Avant, il fallait passer par Discord. C'était, disons, peut-être un peu plus complexe d'accès. Maintenant, la plateforme web est ouverte à tout le monde. Il est possible d'y accéder pour faire des tests de façon, on peut s'inscrire et faire des tests de façon gratuite. C'est assez récent, hein, ça date de cet été. C'était pas le cas ils ont arrêté, ils ont repris, là, c'est voilà. gratuit, on peut le travailler. Et puis, il fallait d'abord, je pense qu'il faut toujours s'inscrire sur Discord, mais on n'a plus besoin avant, il fallait générer 1000 images, ensuite 100, ensuite 10 pour pouvoir accéder à la plateforme web. Maintenant, c'est plus le cas, on y accède directement. Donc, on va découvrir un peu ensemble la plateforme. Elle est assez intuitive, très simple. On a une partie Explore qui permet de visiter la galerie des créations qui sont réalisées par tous les utilisateurs, toute la communauté. Alors, c'est super pratique parce que quand on débute, et qu'on ne sait pas vraiment comment s'y prendre, il suffit de cliquer sur une image. Vous avez un prompt qui est là à disposition avec même des paramètres. Ici, par exemple, je fais un copy prompt. Je le copie-colle ici. Et hop, j'ai le prompt intégral avec les paramètres. Donc, il n'y a plus qu'à modifier les petites choses si on veut garder ce style-là. Exactement. Un style me plaît, je vais m'influencer. Enfin, je vais prendre ça comme influence et après, je modifie quelques petites choses pour à peu près le même style graphique. Tout à fait. Après, on peut, on peut très bien, si on a envie, simplement le générer comme ça. Comme je vous ai dit, quand ça génère une image, c'est jamais vraiment la même, c'est à cause de cette part d'aléatoire. Donc si on le reprenait, ce serait une image un peu différente. Mais on peut, effectivement, comme tu le dis, Pierre, faire plein de modifications dans le prompt et aussi dans les paramètres. Donc, je reviens à la partie Explore. Vous avez différentes choses. Il y a les images un peu du jour, de la semaine, du mois, etc. Et il y a aussi la partie like qui correspond aux images que vous avez likées. Donc, c'est pratique quand il y a des images que vous avez appréciées, vous voulez y revenir et générer des prompts à partir de ces images. Voilà. Donc, c'est pas mal quand on débute pour aller chercher de l'inspiration et pour apprendre à générer, à faire des prompts. Ensuite, il y a la partie Create, on va y revenir plus tard. Il y a la partie pour organiser tout son travail. Ici, vous avez des dossiers. Vous pouvez organiser votre travail en fonction il y a différentes options. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais voilà, je voulais vous le montrer rapidement. Il y a une partie de chat qui est réservée à la communauté selon différentes thématiques. Voilà. Donc là, c'est sympa. On peut échanger avec la communauté pour apprendre. Il y a aussi des thèmes journaliers sur lesquels les gens travaillent un peu en simultané. C'est sympa. Ici, c'est une partie où vous avez des quiz à remplir.
qui vous permettent de gagner des heures de génération supplémentaire. Voilà, et eux, ils entraînent leur IA comme ça. Ouais, voilà, c'est pas mal. Donc là, vous voyez, je vais sur la partie Manage Subscription. Là, je suis par exemple sur un plan basique, j'ai 3h20. Mais en répondant à un quiz, j'avais gagné peut-être 3 heures ou 2h30 de génération supplémentaire. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Mais déjà, pour arriver au bout d'un plan basique, faut quand même y aller. Donc, quand on débute, c'est déjà pas mal. Donc, il y a 4 types de plans. Il y a le basique, le standard, le pro et le méga à $120 par mois pour une utilisation, disons, plus pro. Là, il y a comment dire, un onglet pour quand vous êtes en recherche de documentation ou vous avez besoin d'aide. Là, c'est une partie assez importante qui est sympa. Où il y a les nouveaux, voilà, qui est assez intéressant d'aller regarder régulièrement. Il y a toutes les updates qui sont réalisées sur l'application. Et ici, moi, je travaille en dark mode, parce qu'en light mode, tard le soir, ça fait un peu mal aux yeux. Voilà. Ok, donc on va passer direct à la partie Create. Alors là, on va effacer ce prompt. Alors, déjà, on va vous montrer quelque chose qui est assez important, c'est les paramètres. Oui. Hein, tiens, je te laisse la main. J'ai mis tout en bas, malheureusement. Oui. Voilà, donc ça, peut-être qu'on le partagera. On partagera ça peut-être. Ouais, on pourra. Ouais. Là, c'est un petit résumé. Là, on a fait un document, c'est un cheat sheet Midjourney, c'est un pense-bête en fait, qui répertorie les paramètres principaux, les paramètres secondaires de Midjourney. Donc il y en a pas mal. Et donc c'est assez intéressant. Voilà. Mais il y en a 3 peut-être vraiment importants à retenir. Ouais, voilà, parce que l'interface graphique on va vous les montrer. Ouais, voilà. On va faire un test là-dessus. En temps réel. Donc. Parce que l'interface graphique va être Midjourney maintenant par rapport à Discord justement, vu qu'ils ont simplifié l'interface. Avant, il fallait taper pas mal de lignes de commande. Maintenant, il y en a quelques-unes qu'on apprend parce qu'elles ne sont pas encore intégrées. Mais globalement, la tâche est simplifiée. Mais c'est intéressant de les connaître quand même. Voilà, tout ce tableau. Ok. Alors. On va prendre un thème. Ah oui, on va prendre celui-là. Tiens, il y avait. On va prendre ce prompt. Voilà. On va prendre un prompt très simple pour commencer. A woman is cooking in a 70s kitchen. Là, on a accès à une espèce de petit tableau qui permet de sélectionner en fait différents paramètres. Là, par exemple, vous avez le ratio de l'image. Donc là, on va travailler plutôt en mode portrait. On va prendre un 3 sur un 3 quarts. Ensuite, vous avez différents types de modes. Il y a le mode standard ou le mode RAW. RAW, c'est pour obtenir un rendu un peu brut, un peu authentique de l'image. Donc ça, c'est un mode que moi, en tous les cas, quand je veux générer un portrait, un personnage, un visage humain, c'est un mode que j'ai plutôt tendance à privilégier. Petite anecdote, c'est pas le mode RAW comme on peut l'entendre au sens, par exemple sous Photoshop, etc. On a une image, par exemple, qui est retouchable, on peut jouer sur les contrastes, etc. C'est pas le mode RAW, mode capture. C'est vraiment ce qu'il a dit. C'est juste quelque chose d'un peu plus stylisé, un peu plus travaillé. Mais c'est pas comme on l'entend. Après, sur Midjourney, il y a différentes versions. On peut même remonter jusqu'à la version 1. Nous, on va travailler avec la dernière version, là. La 6.1. La 6.2 devrait bientôt sortir. Et Midjourney fait vraiment des mises à jour assez régulières. Et voilà. Après, il y a le mode personalize. Donc là, je vais le laisser en off. En général, ce mode-là correspond à mes préférences, parce que d'une certaine façon, j'ai un peu entraîné le modèle en fonction de mes préférences, mais là, on n'a pas trop le temps de générer ce mode-là, et puis ça risque de. Ouais. Ensuite, il y a le mode stylisation. C'est sur alors là, quand on a les paramètres, ici, vous pouvez le voir. Donc, en gros, ce mode-là, on pouvait le rentrer directement à la main avec 2 petits tirets et un S. Et ensuite ajouter une valeur. Donc la valeur par défaut, c'est 100, mais ça va en général de 0 à 1000.
Donc là, pour le coup, là, je suis à 100, c'est déjà pas mal. On va tester comme ça. Il y a le mode weirdness, c'est pour donner un peu un côté un peu, donner de l'étrangeté, un côté un peu insolite à l'image. Là, pour le coup, on va le laisser à 0. Et la variété, c'est pour donner en fait, comment dire, obtenir différentes. Vu qu'il génère 4 images à chaque fois. Voilà, c'est d'obtenir 4 situations un peu différentes dans la génération de l'image. Du coup, ce mode-là s'appelle à la fois Chaos ou Variety. Bon, là, il sort en mode Chaos après la génération d'images, mais là, il l'appelle Variety. Et là, nous, on va travailler en mode turbo pour aller plus vite. Et puis, on va déjà sortir une image comme ça. Ouais, de base. Voilà, on va faire comme ça. C'est parti. Alors, je remonte là-haut. Non. Donc voilà, on a des rendus qui sont qui respectent le prompt. Ouais, qui respectent le prompt, c'est plutôt pas mal. On a à la fois un rendu photographique, mais aussi des illustrations. Voilà. Alors là, c'est marrant, la robe de la dame, elle a sorti au petit rideau qui est là-haut. Bon, voilà. Ensuite, nous, ce qu'on va vous montrer, c'est comment ça fonctionne à partir du moment où vous allez utiliser certains paramètres. Customiser un peu plus. Voilà. Donc là, c'est pour vous montrer un peu toutes les possibilités. Il y en a vraiment beaucoup parce que plus on pousse, plus on se rend compte que c'est presque infini au niveau des possibilités. Donc là, j'ai la possibilité, j'ai déjà téléchargé des images, je pourrais en ajouter d'autres, il suffit de faire un drag and drop. Oui. Mais donc voilà, là j'ai une photo en noir et blanc d'une jeune femme sur une moto. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mixer je vais mixer cette image avec mon prompt. Donc là, je vais pas si j'interviens pas sur les paramètres, par défaut, ça va être exactement les mêmes. Donc j'ai pas besoin de retoucher à ça. Par contre, ce que je peux faire, donc là, on va commencer par choisir. Donc on va se focus sur trois paramètres qui sont vraiment sympas à tester. Donc on va commencer par celui-là. Tu voulais commencer par celui-là? Ouais, je peux. Bon, si je fais l'image ref. Ouais. Je fais les deux autres. Ouais, si tu veux. Ouais, non, je vais faire l'image ref. Okay, donc sur l'image ref, en fait, là, en mettant une image et en choisissant cette fonctionnalité, je vais infuser, je vais influencer la structure, les formes et les motifs de l'image de référence. Donc là, si je fais ça, là, normalement, j'ai ajouté mon image. Et ici, vous voyez, vous avez des petits pictogrammes. Donc ici, ça correspond au caractère de référence. Là, ça correspond au style de référence. Et là, à l'image de référence. Donc, on va commencer par celui-là et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Peut-être valeur 2 et 1. Comment? Valeur 2 et 1, c'est pas bon. Ouais. Donc là, alors, on voit que donc qu'est-ce qui s'est passé là? On voit qu'il y a un mix, ouais. Il y a un mix en fait des deux images, mais bon, moi en termes de génération de ce que je souhaite obtenir, ça correspond là, pas vraiment à ce que je dois. 50-50, je pense. Ouais. Parce que l'idée, c'est que l'image, en fait, dans l'idée, soit on peut lui donner, avec les weights. Parce que voilà, soit il va plutôt tenir compte de l'image, donc c'est-à-dire qu'il va se dire, ok, je vais me baser sur l'image qu'on vient de mettre pour faire mon image. Soit il va se dire, tiens, je vais plus me baser sur le texte et le prompt, ce qui est écrit. Voilà. Donc en fait, là, c'est à peu près des 50-50 quand on n'a aucun paramètre. Mais ce que va montrer David, c'est qu'on peut influencer nous sur à quel point soit il va plus tenir compte de ce qu'on a écrit, soit il va plus tenir compte de l'image de référence. Voilà. Et donc, je sais pas si on essaie avec les weights quand même pour. Ouais, donc là, je vais générer à nouveau une image, mais cette fois-ci, j'ai la possibilité, en fait, donc, comme disait Pierre-Yves, d'influencer le poids, de gérer la puissance que va avoir l'image de référence par rapport au prompt. Donc là, sur cette possibilité, je peux faire ça en utilisant le paramètre qui s'appelle image weight.
Et là, donc, je peux jouer sur les valeurs disponibles, qui sont les valeurs, elles oscillent entre 0 et 3. Donc là, par exemple, j'essaierai de mettre combien? Allez, on va mettre... Donc là, c'est avec 2 chez nous. 2. On va essayer avec, on va essayer avec 2. Alors, 2, voilà, ça veut dire que 2, ça va être, l'image va prendre plus d'importance que le prompt. Exactement. Parce que c'est l'équivalent de 2 tiers. Et donc, ce que je disais juste tout à l'heure, c'est que, donc, maintenant qu'il y a l'interface graphique, en fait, tous les paramètres sont inclus dedans. Mais, donc, c'est le premier qu'on va vous montrer. Il y en a 3 au total. C'est important de les connaître parce que ceux-là, on doit les taper en ligne de commande. Et donc, c'est le premier, donc, avec le -W, et donc la valeur de 2 qu'on met à côté. Donc là, oui, on voit que l'image est plus importante. Voilà. La moto, la cuisine est assez peu présente. Voilà. Et donc là, ouais, effectivement, en mettant cette valeur de 2, donc on a joué beaucoup sur le poids de l'image qu'on a ajouté. Et donc, le prompt, du coup, joue beaucoup moins sur la génération. Donc la cuisine, le côté années 70, tout ça, ça a un peu disparu. On a un rendu qui est certes plus moderne que l'image de base qui est en noir et blanc et qui date d'une certaine époque. Mais voilà, si je veux jouer plus dans le sens du prompt, il suffit de jouer sur la valeur que je vais ajouter ici dans IW. On essaye avec 1 On essaye avec 1 Ouais, ou même on peut même essayer avec. Alors si on fait la même chose, on peut par exemple même faire du 0,5. Ouais, 0,5 c'est peut-être bien. Ça, on va voir. 0. Si on mettait 0, le risque. J'ai oublié de mettre IW. Oui, le risque de 0, c'est qu'il n'y aurait plus aucune influence de l'image. Donc, ça ne serait pas. Je vérifie si on est toujours en mode turbo. On est toujours en mode turbo. OK. Voilà, donc là, l'image, enfin, le prompt reprend le visage ressemble quand même plus à la fille. Ouais. Mais le prompt reprend le dessus sur l'image de référence. Voilà, exactement. Donc là, maintenant, on va essayer, on va toujours partir sur le même prompt, les mêmes paramètres, sauf que maintenant, on va reprendre l'image, mais cette fois-ci, dans les pictos, on va choisir plutôt caractère de référence. Donc avec le caractère de référence, voilà. C'est plus impressionnant selon moi, voilà. qui est vraiment Midjourney est très fort là-dessus, les autres arrivent vraiment à faire. Donc là, c'est parti, on va mixer ce prompt et cette image et on va voir comment l'image, elle va infuser elle va avoir une influence dans le prompt. Hop. Voilà. Alors là, c'est marrant parce qu'on est dans une cuisine qui pourrait faire penser un peu à une cuisine un peu 70s, mais c'est vraiment le personnage de la photo qui a été incrusté. Voilà. Donc après, on peut jouer. Donc pareil, on peut jouer sur le poids, sur le poids de l'image. Donc là, je suis sur caractère de référence. Et là, je vous montrais donc pour chaque paramètre de ce type-là, on peut jouer aussi également sur le poids. Donc là, quand il s'agit du caractère référence, il faut jouer avec le caractère weight. Donc c'est ici. Donc ici, on peut gérer donc la puissance du personnage de référence par rapport au prompt. Là, la valeur par défaut, c'est ce que j'ai fait en fait. C'était du CW100. Donc là maintenant, je vais aller mettre une valeur inférieure pour voir qu'est-ce que ça va donner si je peux avoir quelque chose qui me permet. On peut mettre le 0 avec le caractère. On peut le tenter. Ouais, ou même pareil. Attends. Là, on met 0 pour l'image ref, machin. Le caractère en général, il va. Enfin, comment dire. Ouais. 0, il va prendre que le visage. Et si on augmente un peu, il va commencer à prendre plus la chevelure. Et 100, donc à 100, en général, il peut presque prendre la photo. On pourrait penser qu'avec 0, ça va avoir aucune influence, mais généralement, quand on a fait des tests, ça passe. C'était plutôt. Je trouve que c'est pas mal d'ailleurs, parce que quand on voit vraiment que le visage, le CW0 est pas mal en valeur. Après, ça marche pas à tous les coups, mais on va voir ce que ça va donner. Voilà. Bon, là, je suis un peu. Ouais, mais c'est quand même. Ouais, là, c'est très bien, non, parce que c'est pas nécessairement après, je l'ai pas spécifié parce qu'il me met des images d'illustration. Moi, c'est plus des photos, des rendus photoréalistes que je souhaite. Mais là, franchement, je trouve ça quand même assez bluffant parce que si on voit quand même l'image de ref, on voit le visage,
on est quand même sur quelque chose de vraiment très ressemblant. Très ressemblant. Et on est vraiment dans la cuisine des 70. Et donc là, vraiment, l'intégration, elle est vraiment, je trouve ça vraiment super. C'est assez bluffant à ce niveau-là. Et en fait, ça devient indispensable au bout d'un moment, cet outil, parce que quand on va avoir une cohérence, qu'on a créé un personnage et qu'on veut le répliquer dans différentes scènes, c'est le seul moyen de ne pas avoir un des personnages différents à chaque fois. Donc, c'est très utile comme fonctionnalité. Voilà. Ok. Ensuite, on peut jouer aussi sur un autre, toujours avec la même photo. Donc là, tiens, là, voilà, c'est le personnage, justement. On avait fait un test avec ce personnage. Et voilà, on a une intégration. On retrouve vraiment le visage de la jeune femme dans la photo de noir et blanc. On le retrouve vraiment ici. Et ce qui concerne l'intégration, c'est assez convaincant. Donc là, maintenant, l'autre paramètre qu'on voulait vous montrer, c'est le style référence. C'est le dernier, ouais. Donc, si tu veux, je te laisse un peu la main. Donc, je vais juste reprendre un temps. Je te gagner du temps. Donc là, on est sur donc le pictogramme, c'est le petit trombone. On va prendre A Woman is Cooking in 70s. Voilà. Et les paramètres, c'est bon. Donc là, on le fait. Alors, on va le faire de base. Donc, de base, je vais le mettre avec combien? On va voir ça tout de suite. Alors, de base, il le met à 100 par défaut. Ça va entre 0 et 1000. Donc, en gros. Non, là, tu es dans style white. Oui, c'est ça qu'en fait. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Ouais. Donc, en gros, donc voilà, ça va être 100, donc il est assez léger, ça va être 0 à 1000. Donc, le style web, c'est très marquant, on va le comprendre. C'est vraiment, il va reprendre le style graphique de l'image de référence. Donc, ça veut dire que là, on est sur une photo noir et blanc, donc il va comme faire une photo majoritairement noir et blanc, il va reprendre exactement le même style photo. Donc, en quoi c'est intéressant? C'est de dire, OK, je veux ce style, par exemple, de cet artiste-là, l'artiste qui a fait la photo, mais après donner un contexte complètement différent. Voilà, donc on le voit, c'est très marqué. On voit vraiment que ça reproduit la photo de base, vraiment. On retrouve le noir et blanc, le grain, voilà, et ça le transcrit dans une... Mais on voit qu'au niveau du personnage, il est quand même beaucoup moins ressemblant. Oui, là c'est vraiment le style de l'image. Donc, il ne s'est pas concentré sur le personnage. Le personnage, il a encore moins d'importance. Là, c'est vraiment le style de la photo. Donc là, quand on fait le style, c'est le grain, c'est la manière d'être. Je veux dire, on mettrait, je sais pas, une photo d'un tableau expressionnisme, et on aurait des photos expressionnistes. Et donc, impressionnistes, pardon, sur au niveau des prompts. Et si on a envie, par exemple, de travailler sur le style photographique d'un photographe connu, ou en tous les cas d'un style photographique qui nous intéresse, en tous les cas, c'est un paramètre avec lequel il est super intéressant de jouer. Voilà. Voilà pour la. On a vu. Ouais, je me demandais si est-ce que. Alors oui, il y a la fonction, il y a quelque chose qui est assez sympa, c'est dans la fonction. Il y a la fonction éditeur. Oui, l'upscaler. Donc ici, donc vous avez la possibilité, en fait, vous avez ici une petite, une espèce de petite boîte à outils qui vous permet soit de faire varier l'image, alors de manière soit subtile, soit assez forte, ou bien d'en améliorer le rendu avec une fonction upscale qui permet vraiment d'améliorer la qualité de l'image, soit au niveau du grain, soit de la netteté ou de la luminosité. Après, il y a parfois des outils qui sont spécialisés dans l'upscale, mais celui de Midjourney fonctionne plutôt. Ce qui peut être marrant, c'est que je sais pas, en termes de temps, c'est rigolo. Est-ce qu'on a le temps? Sinon, je vais accélérer sur Dali. Mais l'éditeur, peut-être, je sais pas. Je montre juste ça. Vous avez une fonction rerun qui permet de relancer en fait automatiquement la génération d'images à partir de votre prompt sans rien changer. Et puis ici, en fait, c'est quand vous voulez utiliser soit l'image, soit le style, soit les prompts que vous avez utilisés, il suffit simplement de cliquer dessus. Donc, il y a une fonction éditeur qui est assez sympa. Donc, donc là, vous avez la possibilité d'aller retravailler localement l'image. Donc, avec ici cet outil-là, si par exemple je veux effacer l'applique, le plafonnier qui est ici, je peux effectivement le faire en sélectionnant comme ça la zone de manière un peu même grossière, comme ça fonctionne. Je fais erase et ça va très bien fonctionner. Et j'ai aussi un mode scale qui me permet
c'est super pratique si je veux créer du décor, autour, et même je peux déplacer l'image en fonction de ce que je souhaite. Plutôt créer du décor ici, avoir le reste de la silhouette de la jeune femme, etc., etc. Je peux aussi, par exemple, Tu peux essayer son chapeau par exemple, allez, on va dire, je lui mets un petit chapeau ici. Hein. Voilà, je le fais très très grossièrement. Et là, dans mon prompt, alors ça marche pas systématiquement. Hein. Parfois, il faut s'y reprendre. On va mettre très basiquement a hat. Voilà. Avec la woman with a hat, non? Parfois, ça marche comme ça. D'ailleurs, j'ai envie d'essayer parce que on va voir un peu ce que ça donne. Par contre, Le scale. je vais revenir à une dimension. Attends. Voilà. Hop. Je vais pas jouer sur là-dessus. Hop, voilà. Allez, hop. Et puis là, je vais on va voir ce que ça va donner. Alors là, je ne sais pas si le mode turbo fonctionne. Ah bah non, si ça a été. Bon bah là, là c'est en train de générer. Eh bah ouais, il a compris. Il a compris. Mais en fait, là, je pense que vu que tu as mis E hat avant, il a juste fait. En fait, il a rempli ta zone avec le chapeau. Ouais. Je pense qu'on aurait mis Woman with a hat, il aurait vraiment intégré la femme comme s'il avait le chapeau sur la tête. Non, je l'ai déjà fait comme ça et ça fonctionnait, mais bon, c'est pas grave. Mais on peut, voilà, en tous les cas, c'est pour vous montrer que sur cette partie éditeur, elle est vraiment sympa. Et il y a il y a beaucoup de possibilités. On peut retravailler l'image de façon locale, redimensionner, améliorer le rendu. Là, par exemple, il manque, on voit que par exemple la main, elle est pas, voilà. Là, je sais pas si je mets une main là, on va voir. On le fait vite fait. Allez, on tente. Ça marche pas à tous les coups. La dernière fois, il manquait une main, ça a super bien marché. Mais voilà, hop. Alors là, il est 37, il va falloir qu'on se dépêche. Alors là, apparemment, il est en train de travailler sur la zone concernée. Bon, là, c'est pas mal. Par exemple, là, il a être réveillé, mais là, bon, là, c'est pas terrible. Ouais. Et je pense que c'est trop précis, ça, pour qu'il puisse vraiment. J'ai l'impression qu'il a plutôt effacé plutôt qu'autre chose. Oui, là, il est peut-être là. Bon, bref. Ok, allez, c'est parti. Donc, on va revenir à. Ah non, donc on a fait, donc on a présenté un tac. Maintenant on va passer à Dali. Hein. Oui. Juste avant que vous passiez à Dali, le chat ne marche pas en fait. Donc gardez vos questions pour la fin et j'ouvrirai à tout le monde le. Ok, ça marche. Alors Dali. Donc Dali, ça fonctionne pas vraiment pareil. Dali, c'est mon point de vue. Il peut être, on peut le retrouver dans Bing. Bing principalement, quand on a un compte, ça permet, c'est pour ça que Microsoft a payé, ça permet donc d'utiliser Dali gratuitement. Donc c'est éventuellement pratique. Moi, Dali, l'intérêt pour moi, c'est d'utiliser dans le cadre de ChatGPT. Dali, c'est sa force, il a été créé pour ça. C'est une association entre ChatGPT et l'outil de création d'images d'OpenAI. Pourquoi? En fait, parce que ils sont dit, nous on va partir sur les prompts. On veut pas plein de paramètres comme Midjourney, tout ça. On veut que les gens, en fait, ils parlent ils parlent et qu'en parlant, ils font leur travail de composition. Voilà. Donc pour l'instant, c'est plus simple. Il y a moins de paramètres. Je vais tout de suite aller sur. Alors juste un petit truc, parce qu'on n'a pas fait de petite historique. Je le dis vite fait. Oui. Dali, c'est vraiment un des premiers générateurs à être sorti. Il est apparu en 2021. Et pour ceux qui savent pas, en fait, Dali, en fait, c'est la combinaison de deux mots. C'est inspiré du célèbre peintre surréaliste Salvador Dali. Et le nom du film qui s'appelle de Pixar qui s'appelait Wall-E. Donc, ça fait une combinaison assez rigolote. Et d'ailleurs, on le verra, mais parfois dans la génération des prompts qu'on fait avec Dali, il y a ce côté un peu surréaliste qu'on retrouve dans les créations qui est assez rigolo. Et quant à Midjourney, parce que j'en ai pas parlé, Midjourney est arrivé un peu plus tard. Il est arrivé dans sa version bêta en 2022. Et depuis, ils n'ont pas cessé de faire des améliorations en sortant de multiples versions. Quant à Dali, pour l'instant, on en est à la version 3. Voilà, et c'est sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Donc vas-y, justement, je te
te passe le relais. Non, non, mais voilà. Donc oui, donc si je viens sur l'interface de DALL-E, c'est pas de, pardon, voilà. Donc là, en fait, je suis sur la version, je suis sur ChatGPT, en fait. J'ai un onglet où je peux véritablement, si je veux, quand je fais un nouveau chat, je peux, en gros, tiens, maintenant. Voilà. Ouais, voilà. Je peux aller directement sur DALL-E, et là, ok, je peux rentrer un prompt DALL-E. Je pourrais dire lui parler, et la différence, c'est que si je rentre un prompt là-dessus, je vais avoir 2 images au lieu d'une qui vont être générées. Mais bon, l'intérêt vraiment de DALL-E, c'est de passer par ChatGPT. C'est un mode conversationnel. Je vais lui demander quoi générer. Il va lui-même créer un prompt qui juge le plus pertinent pour DALL-E. Et donc, je vais fonctionner comme ça. Donc, pourquoi c'est intéressant, même si c'est moins réaliste que Midjourney, je vais donner des exemples un peu concrets. Je pourrais générer, mais il y en a que j'ai fait à l'avance. Il y en a que je vous montrerai aussi par la suite. Donc, si jamais je veux, par exemple, c'est ce que je voudrais comme exemple, des exemples pratiques que j'ai vraiment utilisés, si je veux avoir de l'inspiration. Donc, par exemple, moi, je me disais, j'ai vraiment un client, le site sera amené à être fait bientôt, qui en fait un coach en rugby et qui maintenant ça se fait beaucoup, qui est coach maintenant en entreprise, en gros, pour appliquer des méthodes que j'ai utilisées dans le rugby, dans le management d'entreprise. Moi, je voulais une influence, en fait, me dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais avoir comme image enfin voilà, quelle idée on pourrait me trouver pour sur un site internet. Voilà. Donc en gros, j'ai dit généralement une image de slider d'un site internet pour un coach de rugby qui applique ces méthodes au management d'entreprise. Voilà. Et lui, il m'a sorti des images. Voilà, il a eu cette idée comme ça. Hop, où il met un open space à droite, le terrain à gauche et une transition entre les deux. Il a aussi proposé ça. Voilà. Donc des mix ou encore cette idée qui est un peu similaire à la première. Moi, ça me plaît. Ça me plaisait. Je me disais, tiens, j'aime bien l'idée de dire, tiens, il y a un passage du monde du rugby à l'entreprise. Mais c'est pas applicable. Enfin, je peux pas l'utiliser comme ça. J'ai des rugbymen qui volent dans l'air, donc même si j'éditais, là, il faudrait que je détourne, ça serait très compliqué d'utiliser l'image. Ouais, mais on peut toujours retoucher l'image. Voilà. Disons que voilà. Mais j'ai le concept de base. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas triché. Là, c'est vraiment ce qui m'a sorti. Je vais reprendre l'idée et je vais décrire la chose. Ce qui va être plus difficile avec Midjourney. Donc je vais dire, je veux un visuel d'illustration de site en 16/9. C'est pour un coach en rugby qui est devenu coach d'entreprise. Je voudrais une image séparée en deux, un terrain de rugby à gauche et un open space à droite. Un homme qui passe d'une image à l'autre en passant progressivement du costume de travail au milieu de rugby. Voilà. Et on voit qu'il respecte vraiment ce que j'ai fait. Donc, il y a ce côté open space à droite, le milieu de rugby et la pseudo-transition. Voilà. Après, dans le même chat, c'est assez important parce que c'est la même idée. Je continue, je dis, OK, mais je veux que ce soit photoréaliste et une transformation progressive d'un univers à l'autre avec un effet de mouvement. Et là, voilà, il me fait ça. On retrouve vraiment l'idée de départ que j'avais lancée qui m'avait créé par lui-même, qui n'était pas une demande. Et on a vu que j'ai réussi à recréer ça en travaillant, voilà, juste en parlant. Après, je me suis dit, mais ça, c'était de ma faute, j'avais inversé. Bon, l'idée, c'est que on passe du rugby à l'entreprise et pas de l'entreprise au rugby. Donc, je lui ai juste dit, maintenant, inverse, je veux qu'on passe du rugby à l'open space. Et on voit donc, on voit la composition, enfin, voilà que la composition est faite, il a vraiment inversé et qu'il respecte, il respecte les choses. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, je vais faire la même chose pour Midjourney. Dans Midjourney, en gros, je vais donner ce prompt-là, le même ici, pour voir ce qu'il en faisait. Il y avait 4 images, on en a pris une là rapidement. Je t'interromps juste une chose, c'est que en ce qui concerne ChatGPT, on peut très bien avoir adopté ce mode conversationnel en français et ça fonctionne bien. Avec Midjourney, j'en ai pas parlé tout à l'heure, il vaut mieux privilégier l'anglais et puis on peut pas être non plus dans un mode qui soit trop trop littéraire de cette façon. On n'est pas du tout, en fait, ce qui fonctionne bien, c'est dans les prompts avec Midjourney, c'est de fonctionner en mode séquentiel avec des mots-clés, des groupes de mots sans obligatoirement faire beaucoup de liaisons comme on peut le faire dans un texte comme celui-là. Donc, voilà ce que ça peut donner quand on s'adresse à Midjourney. Donc, il a donné 4 images. Midjourney, c'était la meilleure des 4 pour vous dire. Donc, il n'arrive pas du tout à faire ça. Il faut décrire précisément une image, mais il est beaucoup moins bon pour faire la composition. C'est important parce que c'est vraiment la différence. Midjourney, il faut le privilégier pour la création graphique, c'est très réaliste. Mais il faut comprendre que derrière DALL-E, il y a des LLM. C'est des grands modèles de langage. OpenAI est spécialisé sur la compréhension des images. Et ce qui est important quand on compose au bout d'un moment des images, c'est quand même que le générateur d'images soit capable de comprendre ce qu'on lui dit. Voilà, donc DALL-E, en fait, peut-être pour l'instant est bien meilleur pour la compréhension des prompts, Midjourney pour le réalisme. DALL-E, la chose, c'est que les nouvelles versions de DALL-E arrivent
apparemment vont être extrêmement réalistes avec du 4096, tout ça. Donc à terme, voir si finalement… Oui, pardon. Ouais. Oui. Et voilà, et j'ajouterais juste qu'en fait, dans la composition d'images avec Midjourney, on est sur un mode qui est différent. On est en mode voilà, séquentiel, mais on peut, ceci dit, obtenir des compositions assez élaborées, mais il faut savoir travailler les prompts en ajustant à la fois le vocabulaire et les paramètres. Donc, à force d'itération, on peut vraiment obtenir ce qu'on veut dans des compositions assez élaborées, mais c'est une approche qui est vraiment différente. Voilà, encore une illustration qui est assez intéressante. Et donc, je vais vous montrer comment ça se fait un travail de composition. Vas-y. Oui, donc voilà. Donc, j'ai fait un travail de composition pareil pour montrer un peu des exemples sous Dali. Donc, je vais faire génère une scène de plage avec un coucher de soleil sur l'océan. Donc, on voit la première image. Et là, je vais lui dire ajoute un phare au loin sur une petite île rocheuse près de l'horizon. Voilà. Donc là, je vois le phare au loin. Donc, vous voyez, sur un travail de composition. Je vais continuer. Rends le coucher de soleil plus vibrant avec des teintes orange et violettes reflétant sur l'eau. L'image à nouveau. Donc là, on voit effectivement les teintes violettes qui se créent. Ajoute un couple marchant sur la plage, se tenant par la main et regardant le coucher de soleil. On voit le couple avec le coucher de soleil qui arrive. Voilà. Et donc ensuite, je vais finir, déplace le phare légèrement vers la gauche pour équilibrer la composition et rendre l'île plus petite. Donc ça devient très très précis. Effectivement, l'île devient plus petite. Mais petit défaut, c'est vrai que je voulais pas tricher, je vais le montrer. Le phare a plus ou moins disparu. Je lui dis, ajuste des vagues douces sur le rivage avec coquillages éparpillés sur le sable. On a mis des coquillages. Mais le phare a quand même disparu. Donc là, je vais lui dire, bon, le phare, on ne voit plus le phare. Il va finir par le remettre, mais le couple a à nouveau disparu. Donc, je vais devoir ajuster parfois. Il est peut-être un peu là-haut. Peut-être là-haut, c'est ce que je me dis. Mais donc, il faut ajuster, parfois, il faut demander de régénérer, mais pour dire quand même que le travail de composition est pas mal. Il est pas mal, mais en même temps, il y a une certaine cohérence sur le style graphique, sur le style esthétique. Maintenant, on constate qu'à chaque génération d'images, voilà, d'un côté, la mer peut être d'un côté, ensuite de l'autre. Voilà, en ce qui concerne la cohérence, c'est parfois un peu compliqué de l'obtenir, mais ça va être aussi pareil sur Midjourney. Mais sur Midjourney, on a quand même des outils qui permettent, notamment sur tout ce qui est caractère référence, d'avoir une certaine cohérence en tous les cas sur un visage, et même pourquoi pas sur un environnement. Voilà. Mais en tous les cas, c'est une pratique qui est une manière d'itérer qui est différente. Alors, important, juste au niveau de Dali, vous voyez, là, j'ai fait un truc qui pourrait être simple par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, où je lui demande de faire un cours de tennis et d'aller, par exemple, mettre 3 joueuses femmes dans le cours droit, 3 joueurs hommes dans le cours gauche. Et là, c'est un exemple, mais j'ai tenté plein de fois et ça fonctionne très mal. Ça fonctionne très mal parce que quand on demande, et c'est le cas aussi pour Midjourney, des choses comme ça, quand on demande de faire plusieurs personnages, et donc avec des caractéristiques précis, ça devient très compliqué. Vu que les personnages sont déjà difficiles à générer, ils ont du mal à faire ça. Donc, pour vous dire quand même qu'il est important dans le travail de composition, les personnages vont assez mal fonctionner. Mais si vraiment vous faites des objets statiques, comme par exemple une nature morte, donc je vais vous montrer à quel point ça va être précis. Génère une nature morte avec une pomme rouge, une bougie allumée et un vase de fleurs. On voit qu'on a vraiment la bougie, la pomme, le vase de fleurs parfaitement. Je vais être plus précis. Ajoute un livre ancien à droite de la bougie et un verre de vin à gauche de la pomme. On a bien le livre ancien à droite de la bougie et le verre de vin à gauche de la pomme. Donc, pour montrer comme la précision qu'a Dali dans les prompts. Change l'arrière-plan pour une table en bois rustique avec une nappe blanche. On voit la table, la nappe blanche, et si on regarde avant, on a bien toujours le livre ancien à droite de la bougie, le verre de vin à gauche de la pomme. Livre ancien à droite de la bougie, verre de vin à gauche de la pomme. C'est pour montrer un exemple, voilà. Donc, pour dire, tu peux être très bon. Pareil, si je prends une scène de description, on n'aura pas le temps. Ouais, une dernière. Génère une femme avec des cheveux bouclés portant une robe bleue debout dans un champ. On voit la femme. Ajoute un chapeau de paille à la femme et change la couleur de sa robe en rouge. On voit qu'il a totalement fait ça. Place un chien assis à ses pieds. Voilà. Je vais pas tricher, là, c'est des vraies conversations que j'ai eues avec ChatGPT. J'ai juste expliqué ça pour montrer voilà, qu'il y a vraiment ce travail de composition. Ouais. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de montrer quelques exemples. C'est super, voilà. Super. Merci Pierre-Yves. Pressé par le temps. Donc, désolé, parce qu'on a encore pas mal de choses à vous montrer. Maintenant, on a fait en fait des tests comparatifs qu'on a dû générer à l'avance, parce que sinon ça aurait été trop long de le faire en temps réel. On a fait des tests comparatifs entre Midjourney et Dali sur la base de prompts qui sont identiques. Donc là, on va vous montrer, je sais plus où est-ce qu'on a dit ça. Ouais, voilà. On va le voir. Hop. Hop, voilà, on a commencé. Et ici. Ouais. Donc
Donc là, par exemple, on est parti sur une donc, image. À gauche, Midjourney, toujours, à droite, Dali. Exactement. Donc là, on est parti sur une image d'illustration. Alors, on constate que quand même, il y a un style qui est propre à Dali, qui est quand souvent les images générées font penser un peu elles sont entre l'illustration, le digital art. Il y a vraiment une identité qui lui est spécifique. Donc, il peut y avoir aussi une grande variété, une grande richesse de génération dans les images, mais il y a quand même une identité qu'on a tendance un peu à retrouver de manière systématique. Alors qu'avec Midjourney, on a quand même une grande variété de styles et qui est très très distinct et qui est assez convaincante à la fois dans la qualité, mais aussi quand il s'agit de l'univers photo, d'un réalisme qui est vraiment bluffant. Donc là, on a 2 images d'illustration, ça répond assez bien à la commande, au prompt, c'est plutôt pas mal. Après, c'est une question de goût. Moi, j'aurais plutôt tendance à préférer Midjourney. Après, en ce qui concerne, donc là, on a demandé plusieurs chats. En plusieurs chats. Et là, alors. C'est la composition. On voit que bon, il est plus réaliste, mais si on ouvre, tu peux cliquer. Si on ouvre, on voit vraiment que là, il respecte le côté plusieurs chats. Après, le rendu est pas super réaliste au niveau de l'image. Plus un mélange de digital art, d'illustration, etc. Mais le prompt est respecté. En tous les cas, à ce niveau-là, c'est convaincant. Par contre, là, je trouve que l'image est vraiment bluffante, c'est vraiment super. Même la guitare, elle est un petit peu abîmée, là, j'aime bien. Après, le chat, il a peut-être, moi qui ai un chat, ceux qui connaissent les chats, normalement, là, il a peut-être une canine en trop. Voilà. Mais sinon, ça, c'est facile avec le mode éditeur de l'effacer. Voilà. Là, on a demandé une fille qui se prend en photo, qui fait un selfie à proximité de la Tour Eiffel, avec la Tour Eiffel en background. Là, sur Midjourney, l'aspect photoréaliste, il est super convaincant. C'est vraiment top. Après, elle a les traits quand même assez lissés quand même. Oui. Un peu trop, visage un peu trop lissé, mais quand même, au niveau du rendu, c'est quand même pas mal du tout. Alors que là, sur Dali, l'interprétation, elle est un peu différente. Mais c'est ça qui est rigolo. Il inclut le téléphone dans le champ. Souvent, parce que lui fait une composition, si on lui dit que c'est un selfie, il peut prendre la photo, la personne qui est elle-même en train de se prendre en selfie. C'est le genre de choses qu'il peut faire. Et le rendu est pas ultra réaliste. Et puis, il y a aussi un peu des défauts, parce que là, on se demande de quel côté est le téléphone. Qu'est-ce qu'on voit là? Normalement, je vois la Tour Eiffel, donc c'est pas. Mais sachant qu'on voulait éviter de tricher, donc à chaque fois, on vous a pris des photos générées sans les refaire, parce qu'on aurait pu faire ce qu'on voulait. Donc là, on a demandé des photos. Moi, je voulais un rendu un peu photo de mode sur Midjourney. Voilà, c'est plutôt super. Mais Dali s'en est bien tiré. S'en est bien sorti. Ouais. C'est moins réaliste, mais c'est pas mal. Idem là. Avec c'est très réaliste. Alors, intéressant, non, ça c'est important, David, il ne faut pas oublier. Très important, Midjourney en ce moment, les droits d'auteur. Bon, c'est pas ça. Je vous donnerai un exemple. Là, c'est vrai, il y avait le style, il a demandé, donc dans le prompt, c'était dans le style de Nathalie Chose, ZBrush, Matisse Suronen, etc. Ça passe sur Midjourney. Il faut lui demander les styles d'artistes. Ça passe encore. Je ne sais pas jusqu'à quand. Mais les droits d'auteur sont pas tant que ça respectés. Dali, actuellement, c'est impossible. Donc moi, ce prompt-là ne pouvait pas être totalement comparatif parce qu'il m'a stoppé, étant donné qu'il y avait le nom de personne. Et donc il m'a dit, donc c'est intéressant, il m'a dit, je peux essayer de reformuler ton prompt en décrivant les styles sans mentionner ces artistes directement. Voici une version adaptée que je peux essayer. Une femme photoréaliste portant des lunettes de soleil rouge, est assise sur une chaise, etc. Donc il m'a repris le prompt, ça va donner sa version. Mais pour dire, voilà, grosse différence, c'est important. On ne peut pas faire appel à des marques, à des noms de personnages, etc. sur Dali. Midjourney l'accepte encore. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais. Ok. Ensuite, voilà. J'ai demandé de générer des images pour faire, par exemple, des mock-ups. Et ça, c'est plutôt pas mal dans les deux cas. Avantage quand même toujours à Midjourney pour l'aspect réaliste.
Pareil pour les droits d'auteur avec Midjourney, je peux lui demander du Chanel et ça marche alors que Dali refuse. Oui. Là, on a demandé une jeune femme hôtesse, époque années 60. C'est très convaincant sur Midjourney, c'est vraiment super. Après, bon, il y a quelques petits défauts, mais ça se retravaille. Là, voilà, le rendu sur Dali, il est clairement pas photoréaliste. Pour le chat, Dali s'en sort plutôt pas mal. C'est rigolo. Ouais. C'est rigolo, c'est pas mal. Après, Midjourney, c'est voilà, au niveau de la qualité de l'image et du rendu, c'est vraiment bluffant. On a voulu travailler aussi sur des questions, enfin, Dali est pas mal sur ce qui est architectural. En tous les cas, il répond au prompt sur la partie spaceship, qui est moins évidente sur la génération de Midjourney, mais le rendu est quand même super. Niveau architectural, c'est quand même pas mal. Sur l'illustration en mode comment dire paper art, c'est aussi très bien. Moi, j'aime beaucoup le rendu de Midjourney. Pour Dali aussi, c'est pas mal dans un autre style. Paper art, je pense. Ouais, voilà. Après, sur la génération sur la génération d'objets, franchement, ça se bouge. Ouais, j'ai fait des générations, par exemple pour des pots de fleurs ou de plantes. Dali, alors le rendu est pas ultra réaliste, mais il génère des choses qui peuvent vraiment donner de l'inspiration, aider au prototypage. C'est vraiment les rendus. Franchement, j'ai généré des trucs qui étaient vraiment super et qui étaient moins satisfaisants sur Midjourney. Mais là, en l'occurrence, je trouve que la Midjourney se débrouille très bien. Je trouve que le rendu est pas mal, le pot est vraiment joli. Cette proposition est assez intéressante. Pareil, photo de mode. Ils s'en tirent pas trop mal. Parfois, ils s'en tiraient vraiment pire que ça, parfois un peu mieux, mais bon, il y a pas de toute façon, en photo et tout ce qui est. Ouais, voilà. Après, sur des images un peu type illustratif ou avec des univers un peu surréalistes, moi, j'aime bien ce qui est capable de faire Dali. J'aime bien la composition, elle est un peu dingue. Il y a beaucoup de choses, mais franchement, c'est pas mal. Après, tout, en fait, ça va dépendre un peu de vos besoins et du style que vous recherchez. Dali peut convenir pour pas mal de choses. D'ailleurs, on le dira après. Voilà, bon, écoutez, je vais passer parce on a encore pas mal de choses à voir. Alors là, pardon. Donc là, maintenant, justement, concernant la comparaison des outils, Dali, Midjourney. Donc on voit que Dali, je dirais que on peut être assez d'accord pour se dire que ça s'adresse plutôt au grand public et à des utilisateurs débutants, mais ça convient aussi très bien à des personnes qui veulent générer du contenu de façon rapide, qui ont besoin d'une exploitation rapide, du peut-être prêt à l'emploi sans avoir trop à retravailler l'image. Et ça convient aussi très bien à des professionnels du marketing, de la communication, qui ont besoin de contenu dans une utilisation professionnelle, pour des présentations, pour les réseaux sociaux, pour toutes sortes de supports. On l'a même vu. Moi, j'utilise maintenant vraiment pour remplacer des images. D'ailleurs, ça serait pas mal. Tu as accès à le site web. Oui, je peux montrer des travaux en cours oui, qui sont un peu plus travaillés. Sur la homepage du site. Je vais trouver. Par exemple. Voilà, donc là, c'est. Voilà, c'est l'image en production. Là, on est sur un client qui fait des maillots de rugby pour des clubs. Ils vont maintenant plus aux particuliers, ils vont vraiment qu'au club. Donc, on trouvait ça rigolo, l'image du tailleur un peu comme le style anglais avec le contraste, le showroom est près de Notre-Dame. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment Notre-Dame derrière, c'est juste Notre-Dame. Et donc, on a une image exploitable. Il y a eu peut-être des petites retouches pour enlever des logos, un minimum après, mais l'image vraiment est sortie de l'IA telle qu'elle. Là, c'est un style, en fait, qui correspond à l'ADN du client, à ce qu'il souhaitait avoir. Donc, voilà, on n'est pas sur du Midjourney, mais on est sur des visuels avec un style
graphique qui correspond à ce que souhaite le client, et franchement, ça fonctionne et c'est exploitable. Voilà, et là aussi, c'est un peu marrant, ce côté un peu création, comme si c'était une horlogerie qui est en train de designer des maillots, etc. Et même si on n'est pas dans un univers ultra réaliste, ça correspond un peu à ce que souhaitait le client. Donc voilà, c'est une application réelle. Voilà. Donc ensuite, Midjourney, on l'a pu voir, ça s'adresse peut-être à un public qui souhaite obtenir des rendus dans un mode plus avancé. Donc ça concerne des designers, des web designers, des différents types d'artistes et des gens qui ont à faire d'une exploration de style artistique, mais en mode plus poussé, parce que on est allé très vite sur Midjourney, mais il y a beaucoup de fonctionnalités et on peut vraiment pousser l'outil très loin pour générer toutes sortes d'images. Donc voilà, pour ça, Midjourney est super intéressant et ça reste quand même un outil leader parce qu'il y a beaucoup de concurrents, on va le voir, mais c'est encore le seul outil qui propose autant de paramètres et de fonctionnalités. Donc en ce qui concerne DALL-E, les points forts, donc on a pu voir, c'est hyper simple d'utilisation. Ça peut s'utiliser à partir de ChatGPT, mais bien de Bing via Microsoft. Là, on peut l'utiliser en mode gratuit. On peut générer 15 images par jour. Et à chaque fois, vous avez 4 propositions et c'est gratuit. Donc, et on peut faire de la création conceptuelle assez rapide parce que justement on peut itérer, etc. Donc Midjourney permet, comme je vous le disais, plutôt d'aller loin dans la personnalisation, la qualité d'image nettement supérieure dans beaucoup de cas de figure, et puis il y a cette richesse et cette flexibilité des styles artistiques. Après, DALL-E, on l'a dit, moins de personnalisation, une résolution d'image un peu plus limitée. Pour Midjourney, peut-être un peu plus complexe, effectivement, pour les débutants, parce qu'à cause de tous ces paramètres à disposition, au début, la prise en main peut être un peu complexe, mais on peut très bien commencer avec des prompts très simples, en utilisant peu de paramètres et avoir des résultats qui sont vraiment sympas. Donc, DALL-E, c'est idéal comme on l'a dit, pour les projets simples. Ça permet une intégration facile dans certains outils existants. On peut expérimenter sans complexité. Alors que Midjourney, c'est vraiment pour quand on veut aller plus loin, ça permet quand même de faire des choses assez complexes et intéressantes d'un point de vue artistique. Je ne vais pas m'attarder sur la résolution d'image. De toute façon, on pourra vous partager ensuite des informations ces informations que vous pouvez trouver à disposition sur le site. Mais en termes de réalisme, gros avantage à Midjourney par rapport à DALL-E, mais tout dépend de l'utilisation. Et DALL-E a gros avantage sur la compréhension de la composition. Exactement. Ensuite, on voulait vous montrer quelques cas d'utilisation professionnelle qui sont assez axés sur Midjourney. Donc là, je voulais vous présenter quelqu'un qui s'appelle Benny Drop. C'est un AI artiste français qui vit à Los Angeles et qui fait des créations vraiment super. Il fait des collaborations avec des marques. Donc, chez lui, ce qu'il commence par faire, c'est intégrer des éléments de marque dans différentes situations pour aller un peu donner un peu envie aux annonceurs. Il montre une image. Donc, il aime bien tout ce qui est univers. Tout ce qui est samouraï, il joue pas mal avec ça et il obtient des rendus qui sont vraiment super. Il a fait un moment des samouraïs inspirés de l'univers de Tiffany & Co. Je sais plus si je vais retrouver un de ces visuels. Là, voilà, c'est celui-là. C'est un samouraï avec une armure. Avec ce bleu typique de Tiffany, une armure avec des brillants comme un peu la céramique, c'est vraiment top. Bon, je suis obligé de passer. On a eu 1 heure. Je vous montre encore d'autres réalisations pour que vous ayez un aperçu. Margarida Barreto, elle est italienne. Elle aussi commence à travailler avec des marques. Elle a un univers assez extraordinaire. Elle aime bien travailler sur des choses
où elle intègre différents univers pour faire des choses un peu dingues, comme par exemple voilà, son burger avec des dents. Et elle travaille sur voilà, elle travaille sur des éléments de décor naturel aussi. Elle commence aussi à montrer aux marques qu'il est possible d'intégrer leur identité dans différents univers. Donc, en général, quand les artistes commencent à faire ça et que ça fait envie, ça donne lieu à des collaborations. On en est vraiment au tout début, hein, donc voilà. Mais on commence à avoir de plus en plus de collaborations qui se créent et voilà. Et donc, ça, c'est des artistes qui travaillent essentiellement avec Midjourney et donc, If Only, c'est un artiste qui s'appelle Vincent Smadjak, qui est basé à Paris. Et lui, il s'est fait. Alors, c'est quelqu'un qui vient de l'événementiel et il a intégré comme ça voilà, différents univers dans le réel. Et son travail est vraiment assez extraordinaire. Et il a donné lieu lui aussi ça a donné lieu lui aussi à des collaborations avec des marques. Il s'est fait remarquer avec quelques publications. On a commencé à parler de lui aux États-Unis dans la presse et de là c'est parti. Ça l'a lancé et ça a donné lieu à plein de collaborations. Sa dernière collaboration en date, c'est avec Netflix. Il a fait toute la partie. Voilà, il a imaginé des différents types de visuels pour des campagnes print. Et voilà. Et là, aujourd'hui, il travaille avec différentes marques. Voilà, il fait des choses assez rigolos. C'est sympa. Il a beaucoup d'idées. C'est quelqu'un d'assez imaginatif. Ce qu'il propose est assez insolite et surprenant. Voilà. Ensuite, concernant donc les applications, les autres applications disponibles, il y a des modèles à la fois propriétaires, comme par exemple Leonardo, Adobe Firefly, mais il y a aussi des modèles plutôt open source, comme Stable Diffusion, Flux, un nouveau venu dont on a beaucoup entendu parler cet été, très puissant, qui permet d'avoir des images d'un photoréalisme bluffant, une très bonne maîtrise sur le texte pour l'intégration de texte. Aussi, il y a beaucoup moins d'erreurs dans la génération des mains, donc c'est un nouvel outil qui est super puissant. Il y a Mystic aussi. Donc ça, c'est des outils pour un abonnement assez comment dire, pas un abonnement qui est vraiment pas très cher. Vous avez accès à tout un ensemble de modèles comme Flux dans ces 3 versions et aussi Mystic. Donc c'est pas mal pour. Ouais, FreePic pas mal pour agréger et tester plusieurs outils. Mais pour moi, malgré le fait que ce soit des super outils, ils concurrencent pas Midjourney sur la partie réaliste et pas détailliste sur la partie composition. Ouais, voilà, composition qui est vraiment extraordinaire. Et voilà, pour terminer, on voudrait juste vous dire que nous, aujourd'hui, on fait de la formation sur différents types d'outils en IA générative et on met en place, parce que utiliser souvent un outil de manière isolée, ça ne permet pas d'obtenir vraiment ce qu'on veut. Aujourd'hui, si on veut des applications vraiment exploitables, c'est bien de maîtriser un workflow, c'est-à-dire un flux de travail qui combine plusieurs IA, plusieurs outils pour aller partir de l'itération, de la conceptualisation jusqu'au produit final. On sait mettre en place tout ça, donc on fait des formations adaptées après avoir étudié vos besoins, vos attentes, et on est capable d'accompagner aussi bien des personnes en individuel que des organisations ou des entreprises, de former des groupes d'individus. Voilà. Ensuite, si vous avez des questions, là, il est 14. 1 heure, c'est un petit peu court. Ouais, on a un peu dépassé. On aurait aimé passer un peu plus de temps sur Midjourney, mais notamment pour vous montrer un peu, parce que vous voyez, juste pour terminer, les paramètres, il y en a vraiment beaucoup. C'est ça qui permet finalement de donner une grande variété, une grande richesse dans la génération d'images. C'est de maîtriser tous ces paramètres, mais et de les tester. Et de combiner aussi, parce qu'on a vu une image, mais l'idée aussi, c'est de combiner des images
Voilà. Et quand on fait, voilà, aujourd'hui, on a combiné en mode vraiment très rapide, donc c'est parfois un peu difficile d'expliquer comme ça dans le détail quand on a juste 1 heure. Mais voilà, c'est vraiment, Midjourney, c'est un univers à lui tout seul, c'est vraiment passionnant. Et voilà, si vous avez envie de savoir plus, vous pouvez prendre contact avec nous et échanger. Voilà, on a à votre disposition pour répondre à quelques questions. On a senti la passion, merci.